Merci Alain, merci Monsieur le recteur de Paris et merci à tous les participants de la journée. C'est évidemment un plaisir pour moi d'être là tous les ans, si je puis dire. Oui. Et si l'après-midi a été magnifique, parce que ça j'ai pu l'entendre, oui. J'espère que je ne vais pas créer un effet de contraste excessif dans ce que j'ai à vous dire maintenant. Mais en tout cas, il y a évidemment au travers de ce thème une séduction à laquelle je ne pouvais pas résister, puisque le thème « Pourquoi apprendre à lire et à écrire au XXIe siècle » correspond à la première des priorités. Ça a dû être dit abondamment cet après-midi, puisque si on ne sait pas lire ni écrire, comment peut-on faire le reste? Et donc, lire et écrire, ce n'est pas un objectif obsolète, ce n'est pas un objectif désuet, ça reste la porte d'entrée vers le savoir. C'est pourquoi c'est à la fois un objectif éducatif fondamental, mais c'est aussi un objectif social fondamental, social au sens individuel, les opportunités qu'on offre aux enfants. Un enfant qui rentre à l'école primaire sans savoir lire et écrire a un avenir obéré, mais aussi au sens collectif, parce que nos sociétés s'élèvent ou s'abaissent par le niveau de lecture générale qu'on a réussi à créer, et aussi le niveau d'écriture générale qu'on a réussi à créer. Donc, c'est pour moi le premier des points, et c'est pour ça que dès que je suis arrivé au ministère, la question du lire, écrire, compter et respecter autrui a été posée, et les choses sont liées entre elles, puisque le respecter autrui est aussi articulé avec le lire et écrire. C'est pourquoi, d'ailleurs, je parle fréquemment non seulement de transmission de savoir, mais de transmission de valeurs. Et au travers de la lecture, ce sont les deux choses qui se passent. Parfois, quand il faut que je résume ce qu'il y a à faire dans ce ministère, il y a plusieurs angles pour le résumer. Je parle de la nécessité de le rescientificiser et de le républicaniser. Le rescientificiser, c'est ce qu'on a fait en créant un conseil scientifique de l'éducation nationale et plus généralement une communauté scientifique autour de la maison éducation pour essayer à une échelle internationale et nationale d'avoir tout simplement une inspiration qui soit liée aux recherches les plus approfondies, notamment sur les enjeux de lecture, et que ceci ait des conséquences très concrètes sur le terrain. C'est comme ça qu'on a produit le fascicule, par exemple, Lire et écrire au CP, qui est aujourd'hui une référence très importante pour les praticiens de terrain. De la même façon, la républicaniser, c'est ne jamais oublier que l'école n'est pas simplement un lieu technique de transmission de savoir-faire. L'école, c'est aussi un lieu de transmission de valeurs en soi, parce que c'est un collectif. Il y a donc les enjeux de sociabilité évidents, et aussi parce que les savoirs qui se transmettent véhiculent quelque chose, et véhiculent notamment les valeurs de la République. Et dans la période actuelle, c'est absolument essentiel de le rappeler. L'enjeu des valeurs, lui aussi, n'est pas un enjeu obsolète. Et de même que chacun, même parfois avec une idéalisation a posteriori, reconnaît une forme d'âme à l'école de la Troisième République, de la même manière, notre école du XXIe siècle doit avoir une âme adaptée à notre temps, mais cette âme qui est finalement droite héritière de la philosophie des Lumières, et évidemment la lecture lucide, fluide de tous, et la lecture gourmande, je dirais, de tous, fait partie de cela. Si on regarde les chiffres de l'enquête décennale des pratiques culturelles en France, on voit que 62% de la population avait lu au moins un livre en 2018. Et en 1988, c'était 73%. On a donc perdu 10 points en une trentaine d'années. C'est évidemment grave. Je relie ça à d'autres éléments, des études de nature mondiale, par exemple, qui nous montrent que à partir de l'âge de 11 ans, dans le monde entier à peu près, il y a une baisse de deux choses qui est donc à l'âge du collège, qui est la lecture et l'exercice physique. Et là aussi, il y a des relations à faire, hein, ce n'est pas pour rien. C'est évidemment notamment au bénéfice des écrans. Alors on me dira, mais justement, les écrans, c'est de la lecture, sauf que dans la plupart des cas, ça n'est pas vraiment la même lecture. Et donc, on doit, là aussi, sans avoir peur d'être qualifié d'archaïque, être très attentif à ces baisses de la pratique de lecture pour venir désormais stimuler considérablement cette pratique. En 2018, 58% des 15-24 ans avaient lu au moins un livre. C'était 84% il y a 30 ans. Donc, on doit réagir, et notamment en développant à la fois la capacité de lecture et le plaisir de lecture dès l'âge de l'école primaire.
ce que l'on réussit pas si mal d'ailleurs, mais en le maintenant aussi à l'âge du collège et à l'âge du lycée, ce que on réussit moins aujourd'hui. Donc, il est important de dire que la lecture et l'écriture représentent des compétences plus nécessaires que jamais, qu'elles doivent être alliées avec les compétences nouvelles, et notamment les compétences numériques, et qu'on doit expliciter les compétences induites que cela crée. En disant ça, je pense à deux enjeux majeurs qui vont avec le français et les mathématiques en tant que savoirs fondamentaux acquis à l'école primaire. Et je veux parler là de la logique et de la culture. Aujourd'hui, quand on s'inquiète du complotisme, quand on s'inquiète des fausses nouvelles qui circulent sur les réseaux sociaux, le manque que l'on pointe, c'est finalement l'absence de culture générale qui permet de mettre en perspective ce que l'on lit. Et puis, c'est l'absence de logique qui fait que certains raisonnements peuvent réussir à pénétrer les esprits parce que la logique n'y est pas installée. Et donc, on voit bien que le français et les mathématiques, et même le français tout seul, le langage oral et écrit, nous renvoient à des arrière-plans qui ensuite correspondent à des compétences indispensables pour l'ensemble des savoirs. Et donc, nous devons être extrêmement attentifs à ce qui se joue d'un point de vue philosophique et psychologique derrière la compétence de la lecture et de l'écriture. On ne saurait le résumer par une seule formule, mais je crois que l'enjeu de la logique, on utilise trop peu ce mot, et l'enjeu de la culture, qu'on utilise davantage, mais ces deux enjeux-là sont les arrière-plans de ce qui se joue au travers de la lecture et de l'écriture. Et n'oublions pas que parmi les éléments de logique, il y a évidemment la structure de la langue et donc la grammaire. Et que là aussi, il faut expliciter les choses. Quand on parle de lecture et d'écriture, on renvoie à deux piliers de base de la langue, c'est une évidence, mais il faut la rappeler, que sont la grammaire et le vocabulaire. Là aussi, en n'ayant pas peur d'être taxé d'un quelconque passéisme parce que l'on parle d'orthographe ou parce que l'on parle de grammaire et de vocabulaire. Ce sont des mots que j'ai souhaité remettre plus que jamais à l'honneur. La grammaire est une compétence fondamentale, notamment la grammaire de phrase, très moderne, qui nous renvoie aux enjeux de logique. Je pense en disant ça aux logiciels de programmation, notamment ceux qui sont faits pour les enfants, qui sont de véritables exercices logiques qui ressemblent terriblement à la grammaire de phrase avec un sujet, un verbe, un complément pour commander à l'ordinateur. Et donc, là, évidemment, la langue porte une structure, cette structure porte une logique, et cette logique est utile non seulement pour la langue, mais tout simplement pour mener sa vie. Et donc, on doit avoir, encore une fois, à l'esprit ce qui se joue derrière cela. Et si on n'a pas installé ces éléments de logique et de culture au cours des premières années de la vie, nous savons tous qu'il sera très difficile de les réinstaller plus tard. Même si ça n'est pas impossible, ça devient beaucoup plus difficile ensuite. L'élévation intellectuelle et le bonheur que procure la lecture nous permettent de dépasser une vision strictement utilitariste de la lecture, ce que j'appellerais une lecture de surface, sans réflexivité. La lecture de surface est antinomique de l'esprit critique. C'est, je crois, ce que tu as évoqué, cher Alain, dans ton introduction, parce que, évidemment, nous devons développer ce que j'appellerais la lecture gourmandise, la lecture désir, la lecture plaisir, qui sont les clés d'un bonheur qui va créer un cercle vertueux de la lecture. La lecture qui prend le temps de la réflexion, la lecture qui prend le temps du silence, la lecture qui permet la concentration, la lecture qui permet le déploiement de la pensée, du sens, la lecture qui permet donc de faire advenir le sens. C'est, je crois, aussi ce que Delphine Erviller abordait quand je suis arrivé. Eh bien, c'est ce qui nous renvoie aussi à des traditions, comme l'exégèse des textes anciens dont elle a parlé. Et le temps laissé à la réflexivité, au recul, à la critique, est absolument essentiel derrière l'exercice de lecture. Et donc, à l'inverse de la lecture de surface, la véritable lecture est celle qui nous permet de rencontrer l'humanité. C'est pourquoi j'ai parlé du français à l'instant, mais c'est vrai que la lecture, c'est aussi la capacité à lire dans d'autres langues et donc de rentrer dans d'autres univers. Chaque livre est un univers, mais on pourrait dire que chaque langue est une galaxie, et cette galaxie est évidemment là aussi un des grands bonheurs de la vie. Steiner disait que apprendre une langue étrangère, c'est
rentrer justement dans un autre univers. Et Stefan Zweig disait on ne fait des livres que pour unir les hommes. Je ne sais pas si c'est complètement vrai, parce qu'il y a des livres qui divisent et puis il y a des livres qui font plus qu'unir les hommes. Mais c'est quand même une belle formule qui dit aussi que l'exercice de la lecture n'est pas un exercice strictement individuel et individualiste. D'abord parce qu'il nous relie à un auteur, évidemment, mais aussi parce qu'il nous relie à tous les lecteurs de ce même livre, avec qui parfois on aura la chance de discuter ensuite. Et donc, la lecture, c'est un lien entre l'un et le divers, entre la réflexivité, mais aussi la communication qu'on peut avoir avec les autres. Et donc, la lecture plaisir doit se déployer dans notre système éducatif. C'est ce qui se passe fréquemment. Et là, il ne faut pas dresser un portrait trop sombre. Je pense à tout ce qui se passe, toutes les opérations qui sont lancées. Je pense par exemple à ce qu'on a fait ces toutes dernières années en arrivant à une sorte de généralisation de ce qu'on appelle le quart d'heure lecture, donc un temps de silence respecté par tout le monde, enfants et adultes, quelles que soient les classes, quels que soient les métiers exercés par les uns et les autres, pour que pendant un quart d'heure, on n'entende plus une mouche voler, que tous lisent ce qu'ils veulent pendant un quart d'heure dans l'école ou dans l'établissement. Je pense aussi à l'association Lire et faire lire ou à d'autres associations qui nous permettent, dans un esprit aussi de lien transgénérationnel, de faire lire des livres aux enfants par des bénévoles en appui aux professeurs. Je pense aussi à toutes les pratiques que nous avons encouragées. Je pense tout particulièrement à la lecture à voix haute, qui doit être un exercice, si possible, quotidien dans les premières années de l'école, pour que l'enfant s'habitue à cela, et il s'y habitue facilement parce qu'on sait bien qu'il n'y a pas de plaisir plus spontané pour un enfant que celui d'entendre des histoires. Donc, derrière la maîtrise par tous les élèves des savoirs fondamentaux, on a parfois l'impression que nous avons fixé un objectif austère. En réalité, on a fixé un objectif de vie. Et cet objectif de vie se décline par des choses très concrètes. C'est par exemple l'instruction obligatoire à 3 ans. Le fait que c'est dès l'école maternelle, et même avant, bien sûr, que se jouent les enjeux de vocabulaire qui vont permettre à l'enfant de disposer de ce lexique qui ensuite sera décisif pour que sa lecture, sa capacité à décoder, renvoie à ce lexique qui l'aura enrichi dans les premières années de sa vie. Et on retrouve là aussi un enjeu social fondamental, d'où l'accent que je mets beaucoup sur l'école maternelle et sur la place du vocabulaire par différents canaux à l'école maternelle. C'est aussi ce que nous faisons au titre de la formation initiale et continue des professeurs, ce qu'on appelle aujourd'hui le plan français, qui est fait pour que tous les professeurs des écoles puissent être au fait d'abord des dernières avancées de la science en matière de méthodologie, de lecture et d'écriture, mais aussi pour qu'il y ait une animation permanente de ces enjeux et une contagion des bonnes pratiques. C'est aussi la mesure de dédoublement de classes de CP et de CE1, et maintenant des grandes sections de maternelle dans les REP et les REP+. Au moment où je parle, ça touche plus de 320 000 élèves. C'est une mesure essentielle parce qu'elle a été justement d'abord et avant tout au service de la lecture et de l'écriture, et que nous sommes capables d'en mesurer les effets au travers de nos évaluations de début d'année. On a pu voir d'ailleurs en ce début d'année 2020-21, en septembre, avec nos évaluations de CP et de CE1, les effets négatifs du confinement, et donc certaines régressions. Mais on a vu aussi les progrès qu'on avait pu accomplir au cours des 2 années précédentes, et des progrès possibles, les choses sur lesquelles il faut mettre l'accent en grammaire, en vocabulaire, dans différents sous-ensembles des compétences de la maîtrise de la langue écrite, permettant de s'assurer que dans les premières années de la vie, on a donné aux enfants les cartes qui leur permettront d'aller plus loin. C'est aussi la mesure qu'on a décidé avec le président de la République, il y a maintenant 2 ans, de limiter à 24 le nombre d'élèves dans toute la France, tout territoire confondu, en grande section, en CP, en CE1. Là aussi, parce qu'on est conscient que ce sont des moments décisifs et qu'il faut installer ce qui doit l'être dans les compétences de l'enfant. Le plaisir de lire va donc avec ces stratégies précises, parfois techniques, qui se déploient aujourd'hui à l'école primaire et que nous voulons renforcer au collège et au lycée. Ça passe par d'autres mesures, notamment la disponibilité du livre. Je pense au plan bibliothèque, sur lequel on a mis des moyens depuis 2018 pour tout simplement acheter des livres dans les bibliothèques d'écoles primaires en particulier. Tout ce que nous voulons faire pour que ces bibliothèques d'écoles ou d'établissements soient aussi ouvertes à
le plus possible, non seulement pour les élèves, mais éventuellement pour d'autres publics, dans la lignée d'ailleurs de ce que Éric Orsena avait écrit dans son rapport sur les bibliothèques. C'est aussi des opérations comme le livre pour les vacances. Vous le savez, j'ai eu à cœur que depuis juin 2017, il y ait chaque mois de juin 800 000 élèves de CM2 qui se voient offrir les Fables de La Fontaine, chaque année dans une édition différente, avec un illustrateur différent. Ça a été Sfar, ça a été Vouch, ça a été Emmanuel Guibert. On aura en 2020 une édition exceptionnelle avec les 400 ans de la naissance de La Fontaine. Et là aussi, je n'ignore pas que quand on fait ces opérations, il y a quelques beaux esprits pour me dire tout ça fleure bon les siècles passés, là, en l'occurrence le XVIIe siècle. C'est évidemment absurde. C'est vraiment le genre de critique que je trouve, pour le coup, désuète. Il y a des choses qui sont éternelles. Il y a des textes de La Fontaine qui sont bien plus modernes que des textes vieux de quelques années. Et là aussi, il suffit de voir le plaisir qu'ont les enfants à avoir ces livres. Pour certains d'entre eux, à les ramener, pour tous, à les rapporter à la maison. Et pour certains d'entre eux, ça constitue parfois l'unique livre ou un des rares livres de la maison. Eh bien, ce type d'opération, avec d'autres de promotion du livre, sont des opérations qui contribuent à la lecture plaisir. Dans un esprit de suite, d'ailleurs, hein, puisque en début de sixième, de plus en plus, les fables sont étudiées. Il y a d'autres concours, je pense aux petits champions de la lecture, je pense à ce qui s'est passé en 2020 avec l'opération « Et si on lisait à voix haute » pour les collégiens et les lycées. 140 000 élèves ont participé, ça a été suivi par 400 000 téléspectateurs dans l'émission La Grande Librairie. Nous ferons donc une deuxième édition en 2021. Et donc, de même que certaines émissions ont suscité des vocations de cuisiniers amateurs, je pense que le développement des émissions littéraires va évidemment dans le bon sens. Je pense, en disant ça, à ce qu'on a fait avec l'opération Nation Apprenante pendant le confinement, où on a promu au travers d'une chaîne comme France 4, mais aussi au travers de France Culture ou d'autres canaux audiovisuels ou écrits, le bonheur et le plaisir de la lecture. À un moment donné, pendant le confinement, j'ai dit plutôt Phèdre que Netflix, hein, puisque le Phèdre était au programme de première en français. Je n'ai pas de combat contre Netflix, mais c'est juste que ça a été, le confinement, plein d'inconvénients, mais ça a aussi été parfois l'occasion de promouvoir la lecture, et on s'est efforcé de le faire au maximum. En tout cas, notre coopération avec le monde des médias, que ce soit au travers du Clémy ou d'autres canaux, est la plus approfondie possible pour que culture et lecture riment et que nous réussissions à développer les pratiques de lecture chez nos élèves. Donc nous avons un devoir collectif de montrer aux plus jeunes que la culture et la lecture sont des sources d'épanouissement. On peut voir depuis le début de la crise sanitaire une sorte d'emballement quand même autour de la lecture, hein. Même si ces derniers temps, il y a évidemment des inquiétudes qui ont été liées aux fermetures des librairies. Mais entre le 11 mai et août 2020, on a constaté plus 20% d'augmentation des ventes en librairie par rapport à la même période. Ce sont des points sur lesquels il faut maintenant prendre appui pour se dire que le livre n'est pas un produit du passé, le livre est un produit de toujours. Nous avons besoin des livres, nous avons besoin de la lecture. Ça passe par une attention à ce qui se passe à l'école, ça passe par une attention à ce qui se passe dans la vie familiale, mais aussi dans les activités périscolaires, extrascolaires. J'ai dit tout à l'heure que 2 activités avaient tendance à baisser chez les jeunes du monde entier à partir de 11 ans, et c'était la lecture et l'exercice physique. Bien, je rapproche les deux, parce qu'on a aussi parfois tendance à opposer à tort le corps et l'esprit. Il est évident que le fameux adage de l'esprit sain dans un corps sain vaut plus que jamais, et que la lecture est évidemment au cœur de cet enjeu de l'esprit sain dans un corps sain, qui résume aussi l'ensemble des enjeux d'éducation. Je vous remercie.